Nettoyer, effacer ses traces, c'est sans doute ce qu'a fait Xavier Dupont de Ligonnès, toujours présumé innocent. Dans cet épisode, nous allons remonter chronologiquement les actes et les faits, et nous allons regarder le point de vue de la police, mais également celui de la famille de Xavier qui contredisent la version officielle. Vous aussi, vous pourrez vous faire votre propre théorie, votre propre opinion. Plus de 10 ans après les faits, vous avez peut-être les réponses à toutes les questions que je vais vous poser. Bienvenue dans cet épisode d'Il était une fois. Il était une fois Xavier Dupont de Ligonnès, c'est notre personnage principal. Il est né le 9 janvier 1961 à Versailles. Il est marié à Agnès Dupont de Ligonnès avec qui il aura 3 enfants, Benoît, Anne et Thomas. On peut en ajouter un quatrième qui vient d'une union précédente d'Agnès et que Xavier adoptera et élèvera comme son fils. Il s'agit de Arthur. La petite famille habite à Nantes au 55 boulevard Robert Schumann et c'est très important pour la suite de l'histoire. Alors qui est Xavier ? Xavier Dupont de Ligonnès, c'est un père de famille qui, avant d'être père de famille, grandit en région parisienne, dans la haute bourgeoisie. Donc Xavier est un homme très croyant et pratiquant. Pour cause, sa mère a créé un groupe de prière qui s'appelle Philadelphie, qui a mouvance sectaire et qui est basé sur l'Apocalypse. Dans cette histoire, Xavier est mis un petit peu sur un piédestal par sa mère parce qu'elle dit que ça va être le sauveur de l'Apocalypse, et ça dès le plus jeune âge, et Xavier lui il y croit. Vraiment, dès le plus jeune âge il y croit, jusqu'à très tard, jusqu'à qu'il soit parent et qu'il déménage à Nantes. On va voir un petit peu avant comment ça s'est passé. Xavier il a beaucoup de succès auprès des femmes quand il est adolescent, donc il va un petit peu à droite à gauche, il rencontre Agnès pour qui il a quand même un petit coup de cœur. Puis entre-temps, il part aux États-Unis avec ses amis où ils font un petit road trip, il découvre un petit peu le pays, il tombe amoureux de ce pays. Et il doit revenir en France, forcément. Il revient en France et puis il retrouve Agnès. Et là, c'est encore une nouvelle fois le coup de foudre. Il décide de se marier, même si Agnès est enceinte. Et il se dit, c'est pas grave, ton fils, je vais l'adopter. Et c'est ce qu'il fait. Et puis il va l'élever comme son propre fils. Il y sera vraiment beaucoup attaché. À partir de ce moment-là, les copines d'Agnès, elles le connaissent. Xavier se dit, il allait à droite à gauche, il va faire pareil avec toi, il va te lâcher. Au final, c'est pas ce qui s'est passé. La famille déménage dans le Var, donc dans le sud. Xavier est un homme ultra heureux à cette époque. Il fait donc 2 enfants. Il fait Anne, et puis il fait Thomas, puis Anne. Et finalement, la famille déménage et s'installe à Nantes. Ils resteront une année ou 2, il me semble, et c'est à cette époque qu'il crée donc sa première société qui s'appelle Selref. En 1999, elle a enregistré au registre du commerce. La dénomination, la catégorie dans laquelle elle est, c'est commerce touristique. Voilà, c'est un petit peu flou, on ne sait pas trop ce que c'est comme société. Lui, Xavier, il est ambitieux. Il veut le monde entier. Il veut de l'argent, il est obsédé par ça. C'est un homme qui est très calculateur. Il écrit tout ce qu'il fait. Il calcule tout, vraiment tout. Et il est très ambitieux, il veut beaucoup d'argent. Xavier, la France, ça lui suffit pas. Lui, ce qu'il rêve, c'est du rêve américain. Donc il prend sa famille, hop, direction les États-Unis. Et il arrive là-bas, et ça marche pas. Voilà, parce que les États-Unis, c'est pas la France. C'est un peu plus compliqué de s'en sortir aux États-Unis, on n'a pas vraiment d'aide. C'est un peu compliqué, mais là-bas, il fait une rencontre assez intéressante pour la suite de l'histoire. Il rencontre un Français qui habite aux États-Unis et puis qui a fait plus ou moins fortune, qui a créé la société dans laquelle il aide en fait tous les Français qui s'expatrient aux États-Unis. Il les aide à s'installer, à créer leur société, à se déclarer. Et cet homme-là, il a créé quelque chose, un petit accessoire, une sorte de carte bancaire qui permet donc de retirer de l'argent sans être détecté dans n'importe quel pays du monde. Voilà, ça c'est ce que j'ai réussi à trouver comme dans ma petite enquête, donc ça laisse aucune trace. Et ça c'est très important pour la suite de l'histoire parce qu'on peut se dire, finalement il se sert peut-être de cet outil même encore à l'heure actuelle pour sa cavale. Et là alors on va commencer à s'intéresser à l'histoire de Xavier et Agnès. Alors retour en France, donc on est au début des années 2000, entre 2003 et 2004. Et donc Xavier revient en France, il est toujours ambitieux, il veut toujours sa société. Et la société ça va le rendre riche, il en parle à tout le monde, il dit que c'est le plus intelligent, ça c'est vrai, il est très intelligent. Et pour lui, faut qu'il soit au-dessus des autres.
faut que Xavier ait un train de vie au-dessus. Il habite dans un quartier bourgeois à Nantes. Tous les enfants sont en école privée, on va le voir juste après. Il a 4 voitures pour un couple. Voilà, tout est de mesuré chez Xavier Dupont de Ligonnès et chez sa famille. Voilà, il vit un peu comme un Américain finalement, mais un Américain qui n'a pas d'argent et qui fait croire qu'il en a. Alors il est à fond justement dans ses sociétés, il a besoin que ça marche. Par chance, Agnès touche un héritage énorme et conséquent. Xavier se gêne pas pour piocher dedans et tout prendre et mettre tout dans sa société. Alors il se verse pas vraiment de salaire. Il fait c'est un petit peu compliqué, mais il vit sur sa société en gros, et il dépense par mois peut-être 5000 euros, mais pour sa famille, justement pour avoir le train de vie qu'il a, des fois il va piocher peut-être 5000 euros par-ci par-là, voilà. Il va mettre dans sa société de l'argent, il va dépenser dans des trucs inutiles, il prend les choses un peu à l'envers, il fait un petit peu n'importe quoi, malgré que ses projets ils soient plutôt intelligents et prometteurs en vrai. Il avait que des bonnes idées, il a juste pas su les développer, il embauche 6 commerciaux d'un coup qu'il est obligé de virer parce qu'un commercial ça finit par coûter à la fin si tu vends rien derrière. Et on rappelle, on sait pas ce qu'il fait Xavier, c'est très flou dans son parcours professionnel à partir de ce moment-là, mais c'est ultra flou. Et Xavier, qu'est-ce qu'il fait ? Il part, il dit qu'il est commercial. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il part toute la semaine. Il part du lundi au samedi dans toute la France. Et Agnès se retrouve seule. Elle écrit sur les forums qu'elle comprend pas, son mari il est jamais là, elle a un héritage qui est conséquent, et qu'il est en train de tout dilapider à droite, à gauche, dans des choses qu'elle comprend rien. Mais Xavier promet à sa femme que ces sociétés vont marcher et que l'argent va rentrer, t'inquiète pas, voilà. Bon, il baragouine un petit peu et sa femme me dit sur les forums, parce qu'elle traîne beaucoup sur les forums, elle se sent très seule, elle a besoin de conseils. Elle dit je comprends pas, ces sociétés ça traîne, ils dilapident mon héritage, moi je vais me retrouver sans rien, je vais même plus pouvoir le quitter s'il faut que je le quitte. Enfin voilà, elle en a très peur, elle a très peur de Xavier, elle dit que c'est un homme qui est autoritaire, qui est très strict, qui a une vision du monde et de la femme très ancien, donc forcément il a grandi dans un groupe de prière un petit peu fermé, bon c'est vraiment à l'ancienne, voilà, la femme c'est à la cuisine, c'est le ménage, tout doit être droit, carré, elle décrit ça même un peu comme une ambiance militaire, et elle a très peur de lui tout de même, et elle est seule, et alors Agnès, seule, elle a besoin d'un mari, voilà, et elle se retrouve avec donc le meilleur ami de Xavier Dupont de Ligonnès, et là à faute. Ils ont quelques aventures ensemble, on est en 2004, et malheureusement Xavier l'apprend. Il y a une petite séparation dans le couple, de quelques mois, à ce moment-là, donc on se dit, ça va être fini. Finalement, Xavier, pour pas perdre sa femme, et son meilleur ami, il décide d'accepter cette relation à condition d'être là. Donc pendant quelques mois, ils vont former une union à 3, je sais pas si les enfants étaient au courant, d'après ce que j'ai compris, non, c'était plus fait en club, dans des trucs exprès. Donc voilà, Xavier il accepte que sa femme l'ait trompé, mais c'est le premier coup dur de sa vie. Déjà, ces sociétés, ça marche pas. Bon, il essaye aux États-Unis, il arrive en France, il se dit qu'en France, il a tout cartonné, ça marche pas, c'est un flop. Sa femme le trompe. Lui aussi se sent très seul. Et en plus, son meilleur ami le trahit. Donc là, on passe au premier gros coup dur de Xavier Dupont de Ligonnès. Et en plus de cette situation un petit peu dramatique et dans sa vie professionnelle et personnelle, avec sa femme, dans son couple, tout ça, Xavier, il perd la foi. Tout ce que sa mère lui a dit, finalement, il devient athée, il se dit, en fait, elle m'a menti, voilà, il tombe de très haut. Il perd vraiment sa foi. Plusieurs fois, il va essayer de la récupérer, en vain. Il n'arrive plus à croire en Dieu, il n'arrive plus à croire en sa mère. Et ça lui fait très mal, parce qu'on lui a menti toute sa vie. Il a quand même des enfants, il a quand même bien vécu. Bon, ce qui le sauve un petit peu, on peut le dire, c'est ses enfants. D'après sa famille, il est décrit comme un père très aimant, très proche de ses enfants. Il les aime beaucoup. Et c'est peut-être ça qui le maintient vraiment correctement, qui le pousse à aller plus loin dans ses projets et à continuer. Il va créer donc le site internet laroutedescommerciaux.com. Il aura à peu près 20 sites internet. J'ai pas tous les noms de domaines, je les ai pas trouvés. En tout cas, il aura laroutedescommerciaux.com en site internet qui va miser beaucoup dessus. Le principe, je crois, c'est de trouver les restaurants et les hôtels pour les commerciaux. Ils ont juste à aller sur le site et ils trouveront donc les restaurants et hôtels affiliés à son site internet. Malheureusement, ça marche pas très bien. Il crée aussi une association qui s'appelle Carte Cristal, qui permet d'avoir une boisson offerte pour tout établissement partenaire avec Carte Cristal. On verra plus tard qu'il va beaucoup miser sur ça. La dernière année, il se dit c'est le projet qui pourra me sortir de la misère, c'est celui-là. Celui-là, il pourra me rendre riche.
Donc carte cristal, et puis il crée aussi une fédération des commerciaux. Voilà, on a vraiment que des bonnes idées, mais on sait toujours pas ce qu'il fait en fait. À part la route des commerciaux, carte cristal, bon. Et carte cristal, il se met même dès le début, il se met un peu dans une misère totale. Il prend l'argent de l'héritage et il fait imprimer une centaine de cartes qui coûtent un bras, et personne n'en veut. Donc il se retrouve avec une centaine de cartes cristal dans les mains, il sait pas trop quoi en faire, ça lui a coûté un bras, il perd beaucoup d'argent. Ça commence à être très dur dès le début, quoi. Dès le début, c'est sur plusieurs années, bien sûr. Hein. On va parler un petit peu d'Agnès et des enfants. Pendant ce temps-là, Agnès, elle a trouvé du boulot, hein, à travail. Elle est, on peut dire, pionne, dans un langage familier, dans un établissement scolaire catholique. Et puis elle enseigne aussi le catéchisme, parce qu'Agnès est également croyante, hein, cela va de soi. On a Arthur, il grandit, il est plutôt bon à l'école. Il réalise un BTS génie informatique dans une école privée. Et il travaille également dans une pizzeria pour subvenir à ses besoins sans doute d'étudiant. Hein. Il vit la vie d'un étudiant lambda. On a Thomas lui aussi qui a quitté le foyer alors qu'il a que 18 ans. Il quitte le foyer et il part vivre à Angers. Il est étudiant en musicologie puisqu'il est fan de musique en université catholique, donc privée encore une nouvelle fois. Anne est dans un lycée privé aussi et a suivi l'exemple de sa mère. Elle est très croyante, voilà, elle est très appréciée de ses camarades. On a Benoît, le plus jeune du collège, et celui qui ressemble sans doute le plus à Xavier, parce que il est très populaire au collège, il plaît beaucoup aux filles. Voilà, c'est celui pour moi qui ressemble un petit peu, qui ressemble vraiment même à son père, pas que physiquement, mais en fait dans l'attitude, on peut voir un petit peu Xavier plus jeune. Et finalement, c'est au cours de ces années que la famille accumule les dettes, parce que l'héritage, ça tombe très vite, au vu de comment vive la famille. On le rappelle, 4 voitures, tous dans des établissements privés, un seul salaire finalement qui rentre, parce qu'il ne faut pas oublier que Xavier, finalement, il ne verse pas de salaire. Donc sur une année, il a déclaré seulement 4 000 euros. 4 000 euros de salaire, sur une année complète. En plus, Xavier, tout ce qui est URSAF, tout ça, il en a un peu rien à foutre, clairement. Alors, il fait des bilans, mais c'est très simpliste. Il n'y a pas grand-chose. Il déclare, je crois, 86 000 euros, mais seulement 3 ou 8 000 euros de bénéfices pour un truc ridicule. Puis il fait pas les bilans chaque année. C'est un peu n'importe quoi. Il sait pas vraiment gérer une entreprise. Et alors là, c'est très compliqué. Xavier s'est fait tromper. Il a le malheur de retomber sur une amie d'enfance. Et cette amie d'enfance qui habitait à Paris avec lui, avec qui il avait eu une aventure, bien sûr, et elle est chef d'entreprise. Elle est chef d'entreprise, elle gagne très 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 bien sa vie. Et du coup, il a eu une aventure avec elle, ça devient sa maîtresse, et il lui emprunte 50 000 euros. Voilà, 50 000 euros. C'est quand même énorme. Et les 50 000 euros, il les dépense exactement comme l'héritage d'Agnès. Il les met dans sa société, il fait un petit peu n'importe quoi avec, il se verse des gros salaires. Bon, quoi, il se verse des gros salaires, hein. Il vit dessus, hein. Il se verse pas le salaire comme un comptable, pas vraiment légal. Il est vraiment au pied du mur. Xavier commence à être un petit peu fou dans sa tête. Il calcule tout. Il calcule le nombre de kilomètres qu'il fait. Il calcule ce que chaque membre de sa famille lui coûte depuis le début, depuis la naissance. Il se dirait, Benoît, il m'a coûté 80 000 euros par exemple. Agnès, depuis que je suis avec elle, elle m'a coûté 120 000 euros. Il calcule tout. Ah ouais, lui, il a mis un paquet de gâteaux, tiens, il écrit tout dans un bouquin. Il devient un petit peu un fou du chiffre, il calcule tout et commence à se dire, ça fait chier d'avoir une famille. Vraiment, hein, c'est un petit peu dans l'esprit qu'il a, malgré qu'il les aime. Hein. Ça commence à être difficile pour Xavier à ce moment-là. Donc après avoir dilapidé une nouvelle fois les 50 000 euros, qu'il doit rembourser bien sûr, hein, parce que sa maîtresse ne lui a pas donné, elle lui a prêté, elle lui a fait faire des écrits, donc il est obligé de les rembourser, ces 50 000 euros, mais il les a pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de s'excuser, de dire j'ai besoin d'un peu plus de temps, je suis désolé. Non, Xavier il est très clair, il est très franc. Il lui dit écoute, ça va pas, je les aurai pas tes 50 000 euros, mais en plus de ça, faut que tu me prêtes 25 000 euros en plus. Alors on se dit mais on marche sur la tête quoi. Il a un culot monstre, il a vraiment un culot monstre, il demande 25 000 euros supplémentaires tout en lui disant qu'il remboursera pas la dette précédente. Et il lui dit qu'il est plus amoureux d'Agnès, qu'il aimerait bien la quitter et partir vivre donc avec cette fameuse maîtresse
Voilà, il a vraiment envie de quitter sa femme, quitter sa famille. Il déclare aussi qu'il n'a pas d'autre choix que de réaliser un accident pour qu'Agnès touche 600 000 euros et puisse rembourser plus ou moins toutes les dettes, hein, une assurance. Alors cette assurance, on ne sait pas de quoi il parle parce qu'elle n'a jamais existé, il n'a jamais eu d'assurance. Ou alors de réaliser un suicide collectif en droguant somnifère toute sa famille puis en mettant le feu à sa maison. On est 1 an avant le drame. Hein. 1 an avant le drame, il parle déjà de réaliser un suicide collectif et de droguer sa famille. On se rapproche un petit peu plus de ce qui va se passer 1 an après. Je n'endors plus. Je fais des insomnies presque chaque nuit avec des idées morbides. Foutre le feu à la maison après avoir donné un somnifère à chacun, me foutre dans un camion pour qu'Agnès touche 600 000 euros. Je ne veux plus de cette vie de famille avec Agnès que je n'aime pas. La plupart du temps, je ne suis pas dans un rêve mais dans un cauchemar et je ne peux pas fuir. Sauf, bien sûr, de façon radicale et définitive. Ma vie actuelle se terminera dans les quelques mois à venir si je ne trouve pas 25 000 euros immédiatement. Je ne peux pas continuer à vivre sans payer les loyers, l'électricité, l'eau, les écoles, l'URSSAF. Alors on arrive dans la partie numéro 1 de l'histoire, et tout ça, tout ce qui était avant, c'était un petit peu la préparation, la présentation des membres de la famille, de ce qu'ils faisaient. On va faire jour par jour, parce que c'est très important. Les jours comptent dans cette histoire, mais c'est un truc de fou. Chaque jour, il se passe quelque chose, et tout est programmé, tout est calculé. Et tout rentre dans un ordre très précis. Nous sommes le 20 janvier 2011. Le père de Xavier décède, et ça c'est encore un énième coup dur pour lui, c'est peut-être même le coup de trop. En plus de ses dettes et de ses échecs personnels, professionnels, il en peut plus quoi. Ça lui fait mal, vraiment. Déjà c'est pas agréable de perdre son père, mais en plus quand tu es dans une situation, on l'imagine comme il était, on imagine qu'il est pas au top, et l'année commence très mal en 2011 pour lui. Bon, il hérite de la carabine 22 long rifle de son père. Je crois que c'est la seule chose qu'il aura de son héritage, ou en tout cas c'est ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il décide de s'inscrire à un club de tir. En mars 2011, il va acheter un silencieux et des munitions. Donc entre-temps, il a obtenu sa licence de tir sportif. Il va même initier 2 de ses enfants, donc Thomas et Benoît, qui vont être initiés au tir. On est donc le 23 ou le 30 mars 2011, on n'a aucune certitude sur les dates données, les enquêteurs n'ont pas communiqué là-dessus. Il aura acheté donc un rouleau de sec poubelle de grande taille et plusieurs dalles de plastique adhésives pour le sol. Le 1er avril 2011, il ira à Castorama acheter une pelle bêche et une houe Lorraine. Le tout payé en carte bancaire, donc il se cache pas, il paye en carte bancaire. D'après sa famille, la pelle, elle était inutilisable pour aller sous la terrasse parce qu'elle avait un manche qui était beaucoup trop long, mais bon, après ça, un manche, honnêtement, ça se scie. Hein. S'il avait quelques outils, tu peux la scier. Hein. Le lendemain, soit le 2 avril 2011, il ira à Jardiland. Donc on voit qu'il change de magasin, acheter 40 kg de chaux-vivre, encore une fois payé par carte bancaire. Alors d'après sa sœur, Christine de Ligonnès, Xavier avait besoin de la chaux-vive en cas de déménagement pour refaire le gazon qui était très abîmé par les chiens. Donc ça s'entend, pourquoi pas. Là on est le 2 avril, il a parlé à personne de déménagement. Hein. Bon. Le dimanche 3 avril, un voisin voit Agnès devant la maison, et puis peu de temps, Xavier en train de charger des sacs dans sa voiture C5. La voiture C5 qui va le suivre tout au long de l'histoire. Agnès aura annoncé son départ en Australie à l'une de ses amies. La famille est ensuite allée au cinéma pour finir la soirée dans un restaurant. Et en rentrant, Xavier laissera un message à sa sœur sur le répondeur qu'on écoute tout de suite. On était à Pinoche en famille et au restaurant ensuite dimanche soir et on rentre juste. Donc je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone et puis là je vois que t'es sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me redites ou tu m'envoies un petit SMS et tout. Je vais coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. Voilà, après cet enregistrement, on voit que Xavier est plutôt détendu, il est content de sa sortie. Et c'est peut-être la soirée où il se passe le drame. Et là, on passe à la partie 2, le passage à l'acte. Passage à l'acte selon les enquêteurs de la police. Hein. Le lundi 4 avril, d'après les enquêteurs, l'appareil respiratoire d'Agnès s'est arrêté au cours de la nuit. D'après Christine de Ligonnès, c'est un événement tout à fait classique. Elle l'a enlevé pendant la nuit pour dormir en fait. Hein. Au bout d'un moment, elle en avait marre à l'enlever. Le matin, Anne et Benoît sont absents de l'école pour cause de maladie. Et ils sont également absents par SMS et tout ce qui est Internet. Je crois qu'on est sur Facebook encore à cette époque. Ouais. 2011, ça doit être Facebook. Aucun d'eux répond. Donc les camarades sont un petit peu inquiets. Ils se disent, oh, putain,
Il devait être sacrément malade. Hein. À midi, Xavier a également rappelé sa sœur Christine et l'appel va durer une vingtaine de minutes. Sa sœur Christine décrit Xavier tout à fait normal et ils ont une conversation plutôt classique. Hein. Rien d'anormal en tout cas à partir de là. Xavier partira ensuite vers Angers où il dînera en tête-à-tête, seul donc, hein, avec son fils Thomas. Vers 20h, hein, ils se retrouveront. Un dîner plutôt silencieux d'après les serveurs et pour cause, Thomas il est malade. Il se sent vraiment pas bien, il prend l'air plusieurs fois, il n'est pas au top de sa forme, il est très fatigué. Le dîner se passe bien mais très silencieux et plutôt bien pour Xavier et plutôt mal pour finalement son fils Thomas. Thomas lui repart chez lui, hein, Xavier pareil. On rappelle que d'après les enquêteurs, Agnès, Anne, Arthur et Benoît seraient morts dans la nuit du 3 au 4 avril 2011. D'où leur possible absence lors du dîner et à l'école bien sûr. Ça paraît être cohérent le fait qu'il soit pas au dîner, qu'il soit absent. Après moi je me dis qu'est-ce que Xavier a dû dire à Thomas pour venir seul dîner en tête à tête avec lui sans sa famille, alors que c'était une famille qui était plutôt soudée, hein, ils étaient plutôt proches. On sait pas ce qu'il lui a dit. Hein. Alors le mardi 5 avril, on a Thomas qui passe la journée chez un ami à Angers. Il explique à son ami justement ce qui s'est passé la veille au restaurant et puis il est encore pas bien, il dit qu'il a peut-être une angine, que quand il est rentré du restaurant il s'est endormi direct, mais il dit que c'est par rapport à ses médicaments qu'il a pris justement en rentrant comme il était pas bien. Dans le même temps, un huissier vient réclamer la somme de 20 000 € chez Xavier Dupont de Ligonnès à Nantes au 55 boulevard Robert Schumann et personne ne va lui répondre. L'huissier restera à la porte, personne ne lui répond, personne n'est là. Bon, l'huissier repartira sans rien. Des voisins affirment avoir vu Agnès pourtant devant la maison au téléphone, donc dans la journée, alors qu'elle est soi-disant morte. Faut le rappeler. À 19h, Thomas reçoit un appel de son père qui lui indique que sa mère a eu un accident de vélo et il faut qu'il rentre au plus vite sur Nantes. Il précise qu'il n'y a rien de très grave, hein, mais c'est important quand même qu'il rentre. Donc Thomas mange chez son ami, chez qui il était et chez qui il devait dormir d'ailleurs. Et puis il prend le premier train pour Nantes et il arrive vers 23h45 et c'est à ce moment-là que son père, Xavier Dupont de Ligonnès, récupère son fils Thomas et l'emmène par ailleurs chez lui directement à Nantes. Entre-temps, Thomas, dans le train, a pu téléphoner à un ami et puis il lui a expliqué la même chose. Ouais, ma mère elle a eu un accident de voiture, faut que je rentre à tout prix sur Nantes. On l'explique. Agnès ne faisait pas de vélo. Tout le monde était au courant dans sa famille, c'était pas une femme qui faisait du vélo, donc l'accident de vélo, il tient pas la route en fait. Et même à l'heure d'aujourd'hui, peu de monde comprennent pourquoi Thomas il a marché là-dedans, ou alors, est-ce que c'est un code aussi je sais pas, hein. Ils ont peut-être des codes familiaux pour les événements graves. Donc Agnès ne fait pas de vélo et Thomas explique à tout le monde, à ses amis, par SMS, par appel, qu'il a dans le train, qu'il doit rentrer, quitter Angers, retourner à Nantes, pour être au chevet de sa mère. Agnès répondra à un SMS de Thomas, en plus, c'est pas une blague, vers 21h. Alors elle est censée être encore décédée, je le redis une nouvelle fois. Donc elle lui répond à SMS, et en même temps, alors là c'est assez troublant, parce que Xavier, lui, il était en communication avec son meilleur ami Emmanuel. Il avait deux meilleurs amis, Michel Rétif et Emmanuel. Emmanuel qui était d'ailleurs je crois gay et qui était amoureux de Xavier étant plus jeune, puis finalement ils sont devenus meilleurs amis parce que Xavier n'était pas intéressé. Et ils ont entretenu une relation amicale très forte ensemble avec Michel Rétif. C'est également la dernière nuit où les voisins entendront les chiens aboyer. Voilà, ils avaient 2 chiens, c'est la dernière fois que les voisins les ont entendus aboyer, c'est cette nuit-là. Nous sommes le mercredi 6 avril 2011, et Thomas enverra un message à son ami chez qui il était la veille, qui lui avait envoyé un message pour prendre des nouvelles, et lui il dit répond je suis malade comme un chien, je peux pas rentrer. Il lui répond ça. La petite amie de Arthur viendra sonner à la porte parce qu'elle s'inquiète de plus avoir de ses nouvelles, et oui, il répond plus par message, rien. Donc elle frappe, elle sonne, pareil, porte close, comme si c'était un huissier de justice. Personne ne va lui répondre, et pourtant elle va voir la lumière allumée. Donc elle comprend pas trop ce qui se passe, elle n'a plus de nouvelles d'Arthur. Elle commence à s'inquiéter un petit peu. Des amis de Anne aussi vont passer devant la maison et elle s'inquiète forcément et elle voit des volets fermés dans un premier temps, ce qui est inhabituel. Et à leur second passage, elle voit un petit mot signé d'Agnès, comme quoi toute la famille est malade et qu'il faut éviter de les déranger, avec un petit smiley sur le mot, devant la porte d'entrée. Thomas, lui, il enverra un message à son ami dans la soirée en disant qu'il regarde un film avec son père et il n'a toujours pas démenti le faux accident de sa mère, qui faisait pas de vélo, faut le dire.
Et voilà, donc il dément pas cet accident, il dit juste qu'il regarde un film avec son père et ce sera, je crois, son dernier SMS. Alors est-ce que c'était bien lui qui répondait ? Le jeudi 7 avril, Agnès sera vue devant la maison par plusieurs personnes, dont une voisine qui affirme avoir discuté avec elle et une commerçante qui dit l'avoir vue rentrer dans son commerce. Une nouvelle fois, c'est suspect, elle est censée être morte dans la nuit du 3 au 4 avril. Xavier a aussi été vu par des voisins en train de faire des allers-retours avec des sacs, de gros sacs, dans sa voiture, la C5. Et il va effectuer aussi plusieurs retraits d'argent. Agnès répondra dans la journée à des amis de Arthur qui s'inquiètent aussi de son absence en disant qu'il était avec son père en train de faire un déménagement à Paris, ce qui est totalement faux. Et on ne sait pas si c'est Agnès ou Xavier qui était avec le téléphone d'Agnès en train d'envoyer des SMS aussi. Ça peut être... c'est une option, c'est envisageable. En tout cas, c'est ce que pensent les enquêteurs de la police. Xavier il enverra aussi quelques mails à sa sœur et à son beau-frère durant cette journée. Il leur répond normalement. Le vendredi 8 avril 2011, Xavier ira clôturer ses comptes bancaires et il ira retirer aussi l'argent qui reste sur certains. Il prend aussi le temps de se connecter à un forum catholique pour discuter. Il discute de choses suspectes. Il parle de sacrifice, de Satan. S'il sacrifie ses enfants pour leur bien, s'il sacrifie sa famille, est-ce que ça fait de lui un monstre ? Voilà, il pose ce genre de questions, il s'embrouille un petit peu avec les gens, il est même banni du forum. Dans l'après-midi, il est vu à Angers en train de déménager la chambre de son fils, et il dira même à un voisin qui lui a tenu la porte, qu'est-ce qu'on ferait pas pour ses enfants ? Et alors on se dit, on peut en parler 2 minutes, Thomas est censé être le dernier enfant assassiné, et il l'a vu la veille. Et il l'a pas assassiné la veille, il l'a laissé rentrer chez lui. Et là, on se pose plusieurs questions, je vous en pose à vous. Pourquoi il l'a pas tué le jour où il allait manger au restaurant, le jour où il a tué, la veille où il avait tué ses soi-disant. Il est présumé innocent, on ne le sait pas. Il aurait tué ses frères et sœurs et sa mère. Pourquoi il ne l'aurait pas tué après le restaurant ? Est-ce que c'est lui qui avait drogué son fils, justement en lui donnant un somnifère ou je ne sais quel autre médicament ? Pourquoi il n'est pas allé au bout ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il s'est mis en... Justement, est-ce qu'il a eu cette petite prise de conscience en se disant « Ah non, c'est quand même mon premier fils, j'hésite à le tuer ». Est-ce qu'il s'est dit ça ? Est-ce qu'il s'est dit « Ouais, il est déjà indépendant, il me coûte pas grand-chose. Est-ce que je laisserai pas un héritage sur Terre ? Peut-être. On peut le voir comme ça, je vous pose la question. D'après vous, pourquoi dites-le en commentaire, pourquoi Thomas n'a pas été tué ce soir-là. Alors on en revient encore à ce vendredi 8 avril 2011. Le soir, il enverra un email d'adieu, une quelque sorte de démission à une société qui le payait pour aller goûter dans des restaurants de luxe. Donc c'était un petit peu... comment on pourrait appeler ça ? Ouais, c'était un petit peu le client mystère. C'est lui qui notait les restaurants de luxe pour savoir s'ils conservaient leur étoile. Voilà, ça c'est d'après sa sœur Christine. J'en ai très peu entendu parler de cette histoire, donc je sais pas si c'est vrai une nouvelle fois. Mais en tout cas, il enverra un email, soi-disant, à cette société pour dire qu'il a arrêté, qu'il leur souhaitait bon courage en gros, d'après ce que j'ai compris. Voilà, il leur envoie un petit message d'au revoir. Et il répondra aussi à son beau-frère et à sa sœur en disant qu'ils auront très vite des nouvelles de lui et de toute la famille. Le samedi 9 avril 2011, une date ultra importante, il postera toutes les lettres destinées à sa famille et ses amis où il indique son départ ainsi que celui de sa famille. En donnant donc à chaque récepteur de ces lettres, plus la famille d'ailleurs, et quoi si, on remarque qu'il y a ses amis qui vont participer, il leur donne des missions à accomplir dans la maison. Il leur dit, bah voilà, faut débarrasser telle et telle chose, toi je te donne ça, toi je te donne ça, toi tu peux récupérer ça, faut que tu ailles jeter ça. Il donne des petites missions et il s'excuse en disant j'espère que ça sera pas trop. Voilà. Alors on explique que dans la lettre, lui à sa famille dit qu'il est... il y a plusieurs lettres avec plusieurs versions, il me semble. Il dit qu'il est agent de la DEA, qui doit être exfiltré parce qu'il a intégré un trafic de drogue, un réseau de trafic de drogue dans les boîtes de nuit, et qu'il s'est fait découvrir qu'il est grillé, qu'il doit emmener sa famille et vivre sous protection des témoins aux États-Unis sous une nouvelle identité et ne communiquer avec plus personne en fait. Ce qui ne tient vraiment pas debout parce que quand tu es sous protection comme ça des témoins, tu n'es pas censé le dire. Donc 2 lettres ont été postées la veille, c'est celle de son ami, dont une, c'est celle de son ami Emmanuel, qui va la réceptionner donc avant tout le monde. Il va la réceptionner le samedi et il ira directement accomplir les tâches
demandé par Xavier sans réfléchir, c'est son meilleur ami, il fait confiance. Le problème c'est qu'il sera bloqué parce que l'endroit où les clés de la maison, où c'est indiqué dans la lettre, eh ben elles y sont pas. Voilà, dans la petite cachette, personne ne retrouvera les clés. Et pour cause, Xavier a mis un petit mot dedans dans la cachette en disant que les clés seront posées à cet endroit dans la nuit de dimanche à lundi. Il postera aussi les lettres de démission de sa femme, la lettre de démission de sa femme Agnès, ainsi que les lettres annonçant le départ de la famille aux écoles privées des enfants, et il réglera tout. Alors c'est bizarre pour un homme qui a des dettes, c'est un homme qui a des dettes, et prend le soin de régler tout ce qu'il doit à tout le monde, sauf bien sûr à sa maîtresse, hein. Ça c'est encore autre chose, mais tout ce qui est établissement scolaire, cantine, tout ça, il va tout payer. Il envoie un chèque avec, voilà, il annonce le départ, qu'ils doivent partir en Australie. Alors, eux, ils reçoivent la lettre de l'Australie. Il règle tout comme si c'était finalement un vrai départ, et on peut se dire, il fait ça pour gagner du temps, hein, comme ça l'école s'inquiète pas. Or, c'est tout l'inverse qui se passe pour l'établissement scolaire d'Agnès, parce qu'elle est en très bon terme avec le directeur et avec toutes les équipes de l'établissement. Et s'est dit, bah non, mais pourquoi elle part comme ça en Australie, elle prévient pas avant, elle était malade la veille, là maintenant elle doit partir en Australie, mais en fait c'est pas clair. Donc, le directeur commence un petit peu à s'inquiéter, ça sent pas très bon pour Xavier. En fait, sa fausse piste apprend pas. L'après-midi, il va décider d'aller vider la chambre de Thomas, ainsi que le domicile de Arthur. Voilà, une chose qui continuera le dimanche 10 avril 2011, et on y retrouvera d'ailleurs les affaires dans les bennes du lycée d'Arthur. Voilà, on va retrouver quelques affaires là-bas. Dans la nuit de ce dimanche soir, il dormira dans un hôtel près de La Rochelle. Le lendemain matin, le lundi 11 avril 2011 à 9h, il quitte son hôtel. Et à ce moment même, les proches reçoivent donc les fameuses lettres avec les indications à suivre. Deux membres proches de la famille vont donc aller dans la maison et constatent vraiment qu'il n'y a plus rien. La maison est partiellement vidée, il n'y a plus de photos, tout a été vidé, le frigo. Il me semble qu'il n'y a que le lave-vaisselle qui est encore plein. Mais sinon, voilà, la plupart des choses, les tiroirs, tout ça, tout a dégagé, tout a été pris. Alors, il reste tout ce qui est, il me semble, les affaires, les draps, ce genre de choses est encore sur place. Elle est partiellement vidée la maison, mais en tout cas, ça ressemble à un vrai départ. Xavier, à ce moment-là, il passera la nuit dans un hôtel, encore une fois, dans un hôtel près de Toulouse. Voilà, normal. Il commence à descendre de la France, il fait sa petite boucle, il prend son temps. Il prend vraiment son temps, parce qu'il aurait pu aller à destination, la dernière destination qu'on lui connaît, très rapidement. Ça aurait pu se faire en une nuit, une journée à peu près. Lui, non, il prend son temps, il s'arrête dans les hôtels, il va manger dans 2-3 restaurants. Bon, voilà, il fait sa vie en parallèle de tout ce qui se passe à Nantes. Le mardi 12 avril 2011, une voisine s'inquiète de voir les volets de la maison fermés avec la voiture d'Agnès, une Golf cabriolet, qui n'a pas bougé. Voilà, c'est assez inhabituel, étant donné qu'elle va travailler et tout ça, donc il commence à s'inquiéter. Un gérant de café proche de l'habitation lui indique avoir vu Agnès et les enfants monter dans cette fameuse Golf et prendre une direction inconnue. Je suppose que c'est faux à l'heure d'aujourd'hui, parce que la Golf, elle n'avait pas bougé. Donc le pauvre gérant du café, il a peut-être menti, après on sait pas, hein. Peut-être une deuxième Golf, après tout, parce qu'on a quelques petites rumeurs comme quoi, alors ça c'est des rumeurs, c'est des suppositions. Des voisins auraient dit que Xavier, lui, il faisait de l'importation de véhicules américains, quand il était en galère dans les mois difficiles, il importait des véhicules américains en France, et il les revendait. Et c'est comme ça qu'il arrivait à survivre apparemment, selon les voisins. Une nouvelle fois, on rappelle qu'il y a un véhicule qu'ils n'ont jamais vu, qui est le 4x4 Toyota, et qu'on n'a jamais retrouvé. Voilà, mais ça on en parlera encore une nouvelle fois un peu plus bas. Quant à Xavier, à ce moment-là, donc du mardi 12 avril 2011, lui dormira dans une auberge au Pontet, près de Arles, en direction d'Avignon, et c'est un hôtel plutôt bourgeois, 4 étoiles, voilà, très bien réputé. Les serveurs ont vu Xavier, s'en souviennent, hein, ils disent qu'il est habillé très classe, costard cravate, très détendu, qui parlait très bien à tout le monde. Un bon client, voilà, et puis sa sœur dit que c'est pas anodin qu'il descende dans des restaurants de luxe, même sans argent, étant donné qu'il avait son programme et son contrat avec la société pour juger ces établissements bourgeois, luxueux, pour savoir s'il leur laissait l'étoile. C'était l'un des juges. Donc s'il partait de la France, c'était logique qu'il va une nouvelle fois goûter, une dernière fois peut-être, goûter la gastronomie française. Et il dormira là-bas et puis il va tout régler par carte bancaire une nouvelle fois, sans se cacher, hein. Il règle tout par carte, on peut le suivre. Comme s'il n'était pas en cavale, ça ne ressemble pas du tout à une cavale. Le mercredi 13 avril 2011, ça commence, une voisine s'inquiète et décide d'appeler la police.
La police va très vite intervenir avec un serrurier et des pompiers, mais ils font le même constat que tout le monde. Et bah ça ressemble à un départ précipité de la famille, sans violence, il n'y a pas de traces de sang, pas de traces de coups, tout est bien rangé. Rien à dire, rien à chercher. Donc bon, ils repartent un petit peu bredouille, sans s'inquiéter plus que ça. Ça faisait 3 jours que les volets étaient fermés, que la voiture n'avait pas bougé, donc on comprend la voisine qui s'est inquiétée. Lui, Xavier, il continue un petit peu son périple et il ira dormir à l'hôtel première classe de la Seine-sur-Mer. Voilà, il va dormir. Il passe d'un hôtel luxueux à un hôtel lambda. On passe au jeudi 14 avril 2011 et Xavier retirera 30 € au distributeur automatique de Roquebrune sur Argent et il passera la nuit également dans le F1 de cette commune. Et c'est la dernière fois qu'on va pouvoir suivre Xavier Dupont-Ligonnès. Son périple s'arrête précisément dans cet hôtel F1. Le lendemain matin, le vendredi 15 avril 2011, on le voit quitter l'hôtel F1, filmé par la vidéo de surveillance. On le voit partir sans sa voiture avec un sac en bandoulière. On pourrait se dire que c'est son arme. C'est la carabine 22 long rifle qu'il porte sur l'épaule. Donc ce qui peut laisser supposer un suicide. On ne sait pas trop, c'est la théorie en tout cas qui a été étudiée. L'une des nombreuses théories qui a été étudiée par la police. Et c'est la dernière fois qu'on le voit. Toujours le vendredi 15 avril 2011, à Nantes, la police effectue une deuxième visite de la maison parce que tout le monde s'inquiète, même les proches commencent à s'inquiéter, et elle trouve toujours une maison partiellement vidée, bien nettoyée, avec sur la table un mot, avec des clés posées dessus, et ce sont ceux de la cave. Donc quelqu'un a une mission d'aller à la cave, récupérer des choses dedans. La police les utilise, et puis passe donc sous la terrasse, où se situe la cave. Ils rentrent dedans, ils voient que... ouais, ça ressemble à un départ, rien d'anormal quoi, c'est un départ de précipité d'une famille, personne ne remarque rien, c'est dans les rapports de police, tout est clean, ils sont vraiment passés sous la terrasse, pour de vrai, ils sont passés, ils n'ont rien vu, tout était normal. Le samedi 16 avril, la police commence vraiment à prendre très au sérieux la disparition de la famille, étant donné qu'il y a quand même 2 mineurs qui sont impliqués dans cette histoire, dans cette disparition. Et plusieurs membres de la famille et amis sont entendus au poste. 2 mineurs qui disparaissent, c'est pas normal, faut s'inquiéter. Ça commence à être un petit peu... la police commence à se rendre compte qu'il se passe quelque chose de pas normal. Un départ, oui, mais de cette manière, ils poseront même la question à Christine de Ligonnès, est-ce que votre frère était impliqué dans des histoires avec la police? Est-ce qu'il a fait partie de la police? Ce genre de questions. Parce qu'on rappelle que dans la lettre qu'ils ont transmise à la police, Xavier dit qu'il travaille pour la DEA. Le lundi 18 avril 2011, la police décide d'annoncer la disparition de la famille à la radio et a commencé donc à faire ses recherches. Ils vont une 3e fois dans la maison et là les choses ont changé. Ils découvrent un salon qui est en désordre. La table dans la cuisine sur laquelle reposait le mot avec les clés de la cave, et à côté, posé sur cette table, il y a un bidon de désincrustant, ainsi qu'à côté de ça, dans la cuisine, il découvre une serpillière mouillée. Cela fait quand même 1 semaine que Xavier est parti. 1 semaine, et on retrouve une serpillière humide, mouillée, ainsi qu'un bidon de désincrustant. Première chose suspecte. Là, la police commence à se dire, c'est bizarre, il y a des choses qui bougent. Mais étant donné que Xavier Dupont-Ligonnès avait envoyé des lettres à sa famille et ses amis, avec chacun une mission, on a beaucoup de passages entre-temps dans la maison. Il y a beaucoup de monde qui font des va-et-vient et qui remplissent les missions que Xavier avait données. Donc il y a peut-être des choses qui ont disparu, des choses qui ont bougé, des preuves qui ont été effacées. Ça, on peut pas le savoir. Donc il y a des allers-retours, il y a des allées-venues, et c'est pas étonnant qu'en fait on ait ce bidon qui a bougé de place, que le salon soit en désordre. C'est pas étonnant à ce stade de l'histoire. Le 19 avril 2011... encore une chose assez suspecte, assez bizarre. Plusieurs proches d'Agnès reçoivent un email avec une photo de la Statue de la Liberté, tout simplement, sans rien, sans mots, juste la Statue de la Liberté. Une nouvelle fois, est-ce que c'est Xavier Dupont-Ligonnès qui a les codes d'accès au mail d'Agnès et s'amuse, entretient un petit peu ses théories, en fait, alimente ses théories, alimente sa version pour pouvoir s'échapper tranquillement. Si c'est lui, ça veut dire qu'il n'est pas mort le 15 avril. Le mercredi 20 avril 2011, l'APJ de Nantes fait une 4e visite de la maison et il y a encore des choses qui ont changé. Le bidon de désincrustant ne se trouve plus sur la table, il se retrouve sur le plan de travail de la cuisine. Le mot de cette table avec les clés de la cave, la table se retrouve habillée d'une nappe propre. Et la police constate rien d'autre d'anormal, aucune trace de sang, rien d'autre.
Voilà, c'est une visite, bon, il remarque que ça a changé, mais comme on dit, il y a des allées et venues de la famille, des amis, les scellés ne sont pas encore posés. Les scellés ne sont pas encore posés, donc chacun peut rentrer avec les clés, parce que d'autres membres de la famille, des amis, avaient des doubles des clés. Donc c'est anormal et à la fois normal qu'on retrouve des choses qui ont bougé. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est qu'aucun membre de la famille, aucun ami ne s'est dénoncé pour dire « Ah bah oui, bah, c'était moi qui ai fait un peu de rangement comme Xavier me l'avait demandé ». On n'a pas eu ça, on ne sait pas qui a bougé toutes ces choses. Le jeudi 21 avril 2011, la PJ effectue une 5e visite et une policière découvre sous la terrasse une gamelle pour chien qui est retournée sous une sorte de planche. Et elle se dit, bah c'est pas normal parce que le chien, comment il fait pour boire pour boire ou pour manger, c'est un peu compliqué, donc elle soulève cette planche, puis elle s'aperçoit qu'il y a une dalle de béton, elle marche un peu dessus et ça commence un petit peu à s'affaisser. Elle se dit, c'est bizarre, le ciment il est pas sec, il est frais. Donc que fait la police ? Et elle décide de creuser et là, la police découvre un corps. Elle découvre un premier corps, ils décident de continuer de creuser, puis finalement ils en découvriront 5, ainsi que les 2 cadavres des chiens de la famille. Le ciment, il était coulé seulement sur 1 cm, et un ciment classique, ça met à peu près 7 jours pour sécher à 30% et environ 1 mois pour avoir 95% d'efficacité. Comment la police retrouve les corps ? Eh ben, ils les retrouvent soigneusement emballés dans des draps, ils sont dans des sacs de couchage, les têtes calées face à des coussins, tout en étant enveloppés dans des sacs poubelles qui se chevauchent, et tous avec des signes religieux, tenus par par de nombreux rubans adhésifs. C'était fait méthodiquement par Xavier ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, la personne qui a fait ça avait beaucoup de respect pour les corps, ou a voulu faire croire qu'elle avait du respect pour ces personnes-là. À l'aide du logiciel que possède la police et les caméras de surveillance associées à ce logiciel, ils retrouveront très vite, le soir même, le véhicule du père, Xavier Dupont de Ligonnès. C'est d'ailleurs le seul corps qui manque à l'appel dans ces 2 fosses, parce qu'on a eu 2 fosses, on a eu une fosse avec Agnès, Benoît, Anne, Arthur, qui était dans cette fosse. Et dans une 2e fosse, on retrouvera Thomas seul. Alors c'est pareil, c'est sous la terrasse, c'est pas bien loin, mais c'est dans une fosse à part. On retrouvera Thomas. Voilà, donc est-ce que Xavier ou celui qui l'a tué avait un peu plus d'amour pour Thomas ? On sait pas, on a toujours pas de réponse du pourquoi il est mis à part le fait qu'il aurait été tué peut-être en dernier et peut-être un autre jour et que la dalle avait peut-être été commencée à être coulée, on n'en sait rien. Pourquoi il est à part. Donc on retrouve la voiture de Xavier, c'est la Citroën C5 qui est sur le parking au téléphone, abandonnée par Xavier pratiquement 1 semaine avant. Voilà. On a mis 1 semaine pour la retrouver. Ça commence à aller très vite à partir de ce moment-là, qu'on retrouve les corps, tout ça, c'est annoncé à la télé, ça prend des proportions énormes. Le vendredi 22 avril 2011, les corps sont autopsiés et l'autopsie révèle qu'Agnès a été tuée de 2 balles dans la tête, similaire à la mort d'Arthur et d'Anne. Benoît, quant à lui, a reçu 3 balles dans la tête et 2 dans le thorax, donc on peut présumer que tout ne s'est pas passé comme prévu. Au vu du nombre de projectiles reçus par Benoît, peut-être qu'il s'est réveillé, peut-être que la drogue n'a pas marché. Ça ressemble au même mode opératoire avec quelques événements inattendus qui se seraient passés quand même. Thomas, lui, qui sera tué en dernier et enterré dans une fosse à côté, lui recevra 2 balles dans la tête et 1 dans le thorax. Pareil, une nouvelle fois, le mode opératoire semble le même, toujours 2 balles minimum. Les légistes annoncent donc qu'ils ont été tués entre le 1er avril 2011 et le 12 avril 2011. On a une fourchette qui est assez large malheureusement, et pour cause, les corps étaient dans un état de décomposition très avancé à cause de la chaux-vive qui avait été mise dans la fosse, pour éviter premièrement les odeurs et pour en accélérer justement cette décomposition. On suppose que Xavier, ou celui qui l'a tué, pas sûr que ce soit Xavier, avait bien étudié les choses. En tout cas, c'était fait d'une manière très professionnelle. Vraiment, c'est ultra professionnel comme mode opératoire, c'est quelque chose d'inédit pour un homme qui, si ça serait Xavier par exemple, c'est un homme qui a tout loupé dans sa vie. Il réussirait à faire pratiquement le crime parfait. Chose qui n'a été fait que très rarement, finalement. C'est très rare d'avoir des crimes, et quoi, il en fait même pas 1, il en fait 5. 5 crimes parfaits, tout soit ultra précis. Après on rappelle aussi que Xavier est un homme qui est méthodique, qui note tout, qui réfléchit à tout, qui est très intelligent. C'est pour ça qu'on le désigne également comme le principal suspect. Et là, j'en viens à cette partie 3, les mystères. Alors les mystères,
Pour faire les mystères, je me suis basé sur la version de la famille de Xavier Dupont de Ligonnès qui pense que leur frère est innocent, ou leur fils est innocent pour la mère de Xavier. Sont eux à 100%, ils sont convaincus que Xavier n'a pas tué sa famille, il n'a supprimé personne. Ils sont convaincus de son histoire d'agent de la DEA, qu'il est parti ailleurs, que les corps enterrés et retrouvés n'étaient pas donc ceux de la famille. Et bah ils n'ont pas tout à fait tort, peut-être sur certains points, parce que l'autopsie révèle quelques mystères. Hein. Les corps ne correspondraient pas, parce que j'ai pas, une fois de plus, le dossier et la preuve que c'est vrai, ne correspondraient pas à la taille initiale. Voilà, chaque corps n'avait pas la bonne taille. Par exemple, celui d'Agnès faisait respectivement 1m65 de son vivant, et le corps retrouvé, lui, ferait 1m72. On a un écart qui est ultra important. Si c'est vrai, c'est un scandale. Et c'est une différence qui est inexpliquée. Hein. Il y a eu des analyses ADN sur les 5 corps qui montrent qu'ils sont bel et bien de la même famille. En revanche, on n'a pas eu de comparatif ADN avec la famille de personnes vivantes, d'après ce que j'ai lu et compris. Si ce n'est pas Agnès et les enfants de Xavier, mais qui ça peut être? On n'a pas eu de famille qui est disparue dans le coin avec le même nombre d'enfants, avec une mère, on n'a pas eu tout ça. Donc c'est compliqué de croire à cette théorie, mais le fait que les corps ne soient pas au bon poids ni à la bonne taille, on a aussi la couleur de cheveux d'Agnès qui ne correspond pas. Bon, je l'ai dit, le poids aussi ne correspondait pas. Il n'y a pas eu de contre-autopsie faite par la famille par un légiste indépendant. Hein. Le permis d'inhumer a été délivré seulement 5 jours après la découverte des corps. Donc ils ont été réduits en cendres après l'enterrement. Malheureusement, on ne peut plus faire d'analyse pour pousser ça, pour vérifier donc cette théorie. Ça aussi, c'est un mystère. Pourquoi aller si vite dans les choses? Pourquoi ne pas laisser la famille faire une contre-expertise, hein, ça se fait dans beaucoup d'affaires. Normal, on peut tomber sur un légiste qui est mauvais. Ça arrive dans tous les métiers. Dans tous les métiers, on a une personne qui n'est pas compétente, ou du moins qui peut se tromper, parce que l'erreur est humaine avant d'aller dans la compétence. Hein. Autre fait troublant et inexpliqué, c'est la serpillière qui est encore mouillée une semaine après le départ de Xavier, elle n'a pas séché. Le salon qui était en désordre aussi, alors que c'était tout bien rangé, la nappe qui apparaît sur la cuisine. Mais bon, ça peut être expliqué d'une part par les va-et-vient de la famille et des amis qui avaient le double des clés et qui ont rempli l'émission de Xavier. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui pensaient que Xavier était riche et cherchaient peut-être un petit trésor dans le salon. Hein. Le dossier d'instruction révélera des anomalies considérables constatées au niveau des autopsies réalisées. C'est incroyable. Il y a des anomalies considérables au niveau des autopsies et c'est normal. On n'a pas de contre-expertise, on a envoyé les corps en cendres directement. Les corps drogués par des somnifères, donc c'est ce qu'avait décrit Xavier un an auparavant, qui pensait faire un suicide collectif en droguant sa famille aux somnifères. Ils auraient été tués sur un sol dur. En revanche, on n'a retrouvé aucun impact dans la maison de balles et aucune trace de sang. Aucune trace de balles et aucune trace de sang, sachant qu'un impact de balles, 22 longs rives, bon, c'est petit. Mais ça peut faire des dégâts, ça peut se voir. Si les balles sont ressorties par ceux qui ont été tués par exemple dans le thorax, on devrait quand même avoir un impact de balles au sol. Donc une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas été tués dans leur sommeil, dans leur lit. Peut-être dans leur sommeil, mais pas dans leur lit respectif. Ils ont été tués sur un sol dur. Ça, c'est ce que révèle l'autopsie. Une nouvelle fois, si l'autopsie est mal faite, ça se trouve ça aussi c'est faux. La terre, alors ça aussi, ça c'est quelque chose qui m'a... J'ai halluciné, je me suis dit mais c'est pas possible. La terre, bah oui, les fosses elles ont été creusées. On creuse une fosse, environ 1 mètre de profondeur dans le jardin, et puis il n'y a aucune trace de terre. La terre qu'il a enlevée et qu'il n'a pas remise parce qu'il a rempli avec des corps, hein, ou la personne, hein, je dis il, mais c'est la personne. La terre, on enlève, donc la personne a enlevé des kilos de terre sous la terrasse. On retrouve aucun tas de terre, peut-être que c'était mis dans une brouette, mais où a été jetée la terre? Comment Xavier, à lui seul, il aurait pu sortir toute cette terre? Alors vous allez me dire, ouais mais ça se fait facile. Xavier il a des problèmes de dos, très importants. Il a des problèmes d'épaule aussi, il a une épaule qui est dans un sale état, et il a des problèmes de dos. À tel point qu'il avait fait un bowling quelques semaines avant le drame avec un ami, et son ami disait mais il n'arrivait même pas à porter la boule de bowling. Comment un homme aussi mal en point, il arriverait à soulever autant de kilos de terre et aller y jeter ailleurs? Après on l'a vu jeter des sacs d'or. Peut-être que dans les sacs c'était pas des vêtements, c'était de la terre, hein, tout simplement. On en vient au calendrier et le timing de Xavier qui n'a fait que voyager, qui était à droite, à gauche, qui a écrit des lettres, qui a répondu aux SMS, aux appels, aux emails, qui a passé beaucoup de temps sur les forums, parce que quand je vous dis qu'il passait du temps sur les forums, il passait en 2 heures minimum, hein, 2 heures de temps.
C'est réel. Il a débarrassé toute une maison avec pratiquement 10 ans de vie. 10 ans, mais je sais, 100 camions de déménagement, vous vous rendez compte, les allers-retours à la déchetterie, tout ça. Le travail que ça représente, hein, de vider une maison comme ça. Difficile d'imaginer qu'il a tué 5 personnes, qu'il a creusé, avec des outils qui n'étaient pas adaptés, le manche qui était trop long, qu'il a nettoyé les scènes de crime, mais nettoyé, mais dans un état inédit, hein, un amateur qui laisse aucune goutte de sang, c'est incroyable. C'est du jamais vu. Et puis qu'il les ait enterrés, puis qu'il ait ensuite coulé une dalle de béton derrière, et puis qu'il ait préparé sa cavale. Parce qu'une cavale, ça se prépare. Il avait peut-être de l'argent caché, peut-être que sur les 50 000 euros, en fait, il les a pas touchés. Peut-être que ces 50 000 euros, il les a mis de côté pour préparer justement ce projet. Je pense qu'en étant seul, on ne peut pas faire un quintuple meurtre et le maquiller d'une façon aussi professionnelle, aussi folle, quoi. C'est vraiment fou de voir à quel point tout était préparé, nettoyé. Je vois pas comment seul Xavier Dupont de Ligonnès, avec tout ce qu'on connaît, hein, les problèmes de dos, tout ça, les mauvais outils, c'est inexplicable de voir quelqu'un faire autant de choses en si peu de temps. Faut dire aussi que Xavier, c'est plus un informaticien, un commercial, qu'un homme du bâtiment. Il est commercial, hein, il sait pas couler une dalle, il en coule pas tous les jours. Je suppose qu'il sait pas couler une dalle, surtout qu'il vient d'un milieu bourgeois. Après, on peut apprendre, couler du béton, c'est pas la chose la plus difficile en soi. En revanche, voilà, ça pose la question quand même. Quelqu'un qui n'est pas du bâtiment, qui arriverait à creuser, à couler une dalle aussi rapidement que ça, et continuer son périple sans être fatigué, ça mérite réflexion. C'est un petit peu bizarre. La chose qui est un peu plus mystérieuse, c'est l'espace qui est restreint. La terrasse, avec les images que je vais vous mettre, est vraiment petite, ça doit faire 1m10, hein. Voilà, c'est vraiment très petit. Avec les problèmes de dos qu'il a, comment il a fait pour creuser, mais... Un autre fait qui est marquant, que j'en ai parlé plusieurs fois, c'est le 4x4 Toyota de Xavier qui a disparu et qu'on n'a jamais retrouvé, qui est recherché. Je vous mets la photo aussi, peut-être qu'il est près de chez vous. Peut-être que vous en êtes l'euro propriétaire. C'est peut-être avec ce véhicule qu'il a pris la fuite aussi. Donc c'est assez suspect, on n'a jamais retrouvé cette voiture. Et les voisins, petite précision, les voisins ne l'ont jamais vu. C'est un 4x4 qui n'a jamais existé dans la famille de Ligonnès et pourtant c'est à son nom, hein, c'est bien à lui. Un autre fait troublant, Xavier Dupont de Ligonnès a actuellement un mandat d'arrêt pour être entendu dans cette histoire en tant que témoin premièrement, et il est suspect numéro 1 bien sûr. Mais il est introuvable sur les sites de recherche comme Interpol. Ce n'est pas l'un des hommes les plus recherchés du monde, ni même le plus recherché en France, et tout simplement, il n'est pas recherché. Quelque chose que je ne comprends pas. Si vous avez la réponse, merci de me le dire en commentaire. Je suis pas spécialisé dans la police, donc je sais pas du tout comment ça marche, mais en tout cas il figure sur aucune liste des hommes recherchés en France, en Europe et dans le monde. Je trouve ça assez bizarre pour quelqu'un qui est suspecté d'avoir fait un quintuple meurtre où l'histoire a été médiatisée depuis très longtemps. Et vous allez me dire peut-être, oui mais ça fait longtemps justement, ça fait plus de 10 ans, maintenant on a d'autres personnes à rechercher. Je suis totalement d'accord, sauf qu'il n'a jamais été sur la liste, et ce depuis 2011. Même en 2011-2012, il n'y était toujours pas. Et soi-disant, c'était l'homme le plus recherché. On a eu l'histoire, hein, il n'y a pas très longtemps, j'ai pas la date exacte, il me semble que c'est 2015, ou je n'ai pas la date exacte, où on a une personne à Glasgow qui s'était fait arrêter par rapport aux empreintes qui correspondaient plus ou moins à celles de Xavier. Donc c'est la preuve qu'il est peut-être banni des aéroports. Mais c'est tout, on a encore quelques pistes ailleurs dans les monastères, des choses comme ça, il y a eu 2-3 faits, des personnes qui appellent pour dire, et c'est jamais des pistes sérieuses en plus, on n'a pas de certitude qu'il est recherché. On a même l'ami de Xavier Dupont de Ligonnès qui a écrit un livre très intéressant sur son histoire avec Xavier, qu'il a connu en étant jeune, qui dit que Xavier, en fait il n'est pas recherché, il fait ce qu'il veut, il est dans un pays, oui en France il est reconnu, il peut être reconnu en France, mais il part ailleurs en Thaïlande, même aux États-Unis, personne ne le recherche. Peut-être un peu plus avec le reportage sur Netflix aux États-Unis. Mais le mec, il part en Thaïlande, mais tout le monde s'en fout. Personne ne le connaît là-bas. Même en France, ça commence à faire 10 ans. 10 ans. Xavier, même s'il a ses chants, il a son chant à Nantes, avec les supporters dans le foot, tout ça. Je suis sûr que des personnes un peu plus jeunes ne le connaissent pas. Il a vieilli en plus, ça va être plus dur de le reconnaître. Donc finalement, il n'y a même pas de section de recherche, il y a juste peut-être 3-4 mecs qui bossent dessus 24 heures dans la semaine à Paris pour étudier les informations qu'ils reçoivent. Donc pour finir là-dessus, finalement, il est peut-être pas si recherché que ça. Autre chose qui est assez mystérieux et assez troublant, c'est qu'aucun scénario jugé fiable a pu être retenu.
Et donc de ce fait, on n'a pas pu réaliser une reconstitution, et pour cause, il n'y a rien qui ne tient debout. Comment aucun scénario ne peut être possible? Alors que voilà, on est pratique quoi. C'est notre suspect numéro 1, on n'a personne d'autre, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qu'il a fait en fait. On décrit sa semaine, oui, on arrive à voir, il est allé acheter ça dans tel et tel magasin, il est allé chercher lui, il a dîné avec lui, il est parti dans les hôtels. Mais de l'aspect criminel, dans cette enquête, il n'y a rien qui tient la route. Les crimes, l'enterrement des corps, rien ne tient la route, on n'arrive pas à faire un scénario fiable. Et une dernière chose pour finir sur cette histoire assez folle, les scellés de la maison ont été levés en mars 2012 d'après mes souvenirs, seulement justement un an après le drame. Et les enquêteurs ont saisi du matériel de jardinage qui était tout rouillé, qu'ils avaient découvert en 2011 bien sûr lors du drame. Ils les ont pris comme pièce à conviction seulement le jour de la levée des scellés. Assez mystérieux, on ne sait même pas ce qu'ils en ont fait, on n'a pas d'infos là-dessus. Alors on se retrouve avec une affaire et un homme méticuleux, organisé, intelligent, qu'on n'a pas retrouvé et qu'on n'a pas à rechercher plus que ça finalement, avec beaucoup d'incohérences, d'incompréhension et aucune certitude sur tout ce qu'on connaît. C'est ça qui est fou. Plusieurs questions à vous poser, à vous, peut-être que vous saurez répondre. D'après vous, est-ce que la famille de Xavier a raison? Est-ce que Xavier est-il innocent? Est-ce que les corps retrouvés sont réellement ceux de la famille? Est-ce que le travail des enquêteurs, il était bâclé? Et voilà, ils ont été peut-être un petit peu trop en confiance. Et même peut-être pas qu'ils ont mal fait leur boulot, c'est qu'ils ont été trop confiants sur l'aspect des choses. Et c'est ce qui a donné l'échappatoire peut-être à Xavier Dupont de Ligonnès pour soit mettre un terme à sa vie, ou alors tout simplement, comme les proches de la famille de Xavier le pensent, partir dans un autre pays en cavale et se reconstruire totalement. Il a peut-être une nouvelle famille, peut-être qu'il regarde même ce reportage. Si c'est le cas, je l'invite à me contacter en privé et à me rejoindre sur mes réseaux. Et d'ailleurs, vous aussi, vous pouvez me rejoindre également sur les réseaux, même si vous n'êtes pas Xavier. Si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux pour savoir quand la prochaine vidéo sortira, sur qui, comment. J'ai encore plein d'autres concepts. Et si vous voulez répondre aux questions auxquelles je vous ai posées, mettez un commentaire, ou si même vous voulez dire que la vidéo vous a plu, ou qu'est-ce qui vous a déplu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était James Trousse.